Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Tribune Internationale. Nous sommes le samedi 11 avril. Vous le savez, c'est désormais un programme hebdomadaire. Nous procédons au décryptage de l'actualité internationale vue sous le prisme panafricain. Et pour cette édition de ce samedi 11 avril, nous parlerons naturellement de la pandémie du Covid-19, cette pandémie qui cause tant de souffrances, tant de douleurs et tant de pleurs à travers l'humanité. Et nous allons mettre l'accent sur la solidarité internationale, la coopération, toutes les contributions qui sont mises sur la table par les pays développés, par les donateurs, et avec au cœur de cette solidarité internationale, l'Afrique. Et pour décrypter cette thématique et d'autres sujets de l'actualité internationale, trois invités de choix, deux sont déjà présents sur ce plateau. Je commencerai par le premier. Il se nomme Henri-Paul Diabaté Mandeng. Il revient d'un confinement, on va dire, quasi forcé. Henri-Paul, bonsoir et merci de nous faire l'amitié d'être là. Merci Serge de m'avoir invité. Et aussi c'est gentil pour vous de parler de mon auto-confinement. Sur le bord de la Sanaga, j'ai passé de très bons moments et j'y rentre juste après et je demande à tout le monde, j'exige même à la limite en disant à tout le monde, confinez-vous, c'est important pour vous, pour votre famille et pour tous les Camerounais. Nous sommes donc privilégiés de vous avoir. Vous êtes venu spécialement à Yaoundé pour participer à cette émission, pour apporter de votre expertise à nos millions de téléspectateurs à travers non seulement le triangle national camerounais, mais également l'Afrique, le monde, les téléspectateurs de plus en plus nombreux qui nous suivent, qui vous ont d'ailleurs réclamé. Ça, je vous rassure de cela. Ah ben, ça me va droit au cœur. Mais il faut dire que face à une pandémie aussi infernale que celle-là, il était de mon devoir que de participer, d'apporter ma modeste voix, ma modeste contribution à la réflexion, au développement de la pensée sur cette pandémie. Qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Parce que tout le monde, vous savez, c'est tous les Cassandres prophétisent l'enfer, la damnation pour l'Afrique. Ils sont vraiment étonnés de savoir, je ne sais pas, peut-être c'est la providence divine. Sans vous couper, que le pied est à craindre. Est à craindre. Mais peut-être c'est la providence divine qui bloque encore, qui nous sauve encore. Cet aspect salvateur de la providence divine peut-être continue de nous prémunir contre la maladie, mais je pense qu'à un certain moment, le très miséricordieux doit aussi, il attend aussi de nous le geste qui sauve, la réflexion qui va avec pour essayer de faire bouger les lignes. Très bien. Une fois de plus, merci d'être là. Le deuxième invité déjà présent sur ce panel, il se nomme Ziem Adamou, il est analyste politique. Ziem Adamou, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à mon copanéliste déjà là, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et bonsoir à l'équipe technique. Vous allez bien? Comment vous vivez le confinement? Vous n'avez pas de proches fauchés jusqu'ici par ce sacré virus? Si, tout à fait Serge, malheureusement à l'extérieur. Je voudrais avoir une pensée comme ça très pieuse pour Chris Macha, on l'appelait chez nous Macha de Tchasso, qui est décédé à Londres, en Angleterre.
et Camerounais de la diaspora. Tout à fait, de cette fâcheuse maladie du Covid-19. Mais présentement ici, je pense que je ne vais pas être alarmiste comme mon frère. Je pense que même si à la fin de son propos, il a appelé à notre spiritualité, qu'il d'ailleurs faut ici remettre sur la sellette. Parce que ce qui nous différencie et qui ne va pas faire le drame, parce qu'il n'y aura pas de drame en Afrique, il n'y aura pas d'hécatombe en Afrique. Vous êtes optimiste. Il faut le savoir, il faut le dire aux Africains. Ça n'aura pas lieu parce que justement, on est dans une logique de faire peur aux Africains, de créer la psychose chez l'Africain, mais ce drame n'aura pas lieu, cette hécatombe n'aura pas lieu. Est-ce que cette prévision... Oui, allez-y. Mais, n'en déplaise, il faut respecter les mesures de distanciation, il faut respecter les mesures barrières qui sont édictées, mais de là à vouloir nous mettre dans la peur, je dis aux Africains, ça n'aura pas lieu chez nous, comme chez eux, de toutes les façons. Est-ce que ces prévisions n'étaient pas, on va dire, justifiées au vu des chiffres alarmants de la réalité vécue ailleurs, à Wuhan, en France aujourd'hui, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, avec des scores, on va dire, macabres, extrêmement très forts, 900 morts, 1300, 1200 morts par jour, et au vu du système sanitaire des pays africains extrêmement désuets, ce sont des prédictions, on va dire, scientifiques raisonnables. Oui, mais Serge, il faut dire que la science ne sera jamais au-dessus de Dieu. Lorsqu'on ne va pas poser la question de fond du Covid-19, qui est une question philosophique, et que l'Occident refuse de poser jusqu'à aujourd'hui, et nous envoie simplement vers protégez-vous contre le Covid-19, évitez le Covid-19, mais on ne dit pas pourquoi le Covid-19. Lorsqu'on aura la capacité et la réalité, et surtout le courage de dire pourquoi le Covid-19, et vers le monde va certainement tirer, l'humain ou l'humanité va certainement tirer la leçon qu'il faut, qui est celle de la déshumanisation. Parce que le monde est allé à la déshumanisation, c'est de là que vient, c'est de ces comportements, et on va parler tout à l'heure dans le thème central de la solidarité. C'est une malédiction divine. Non, pas de malédiction, c'est un reflet, c'est une conséquence aux comportements humains, qui sont essentiellement capitalistes, qui sont essentiellement matérialistes, parce que libertin. Lorsque Madame Tuente nous dit aujourd'hui, même si on en rit, qu'elle a 1200 Covid-19 dans son ministère. En fait, c'est pas pour dire qu'elle a 1200 infectés dans son ministère. C'est pour dire que dans les laboratoires du ministère de la Recherche scientifique, il y a 1200 constructions, parce que ces virus sont des constructions génétiques scientifiques. Il faut le dire. Et il faut dire aux Camerounais et aux Africains et au monde aujourd'hui qu'on dit nouveau Covid-19. Ça veut dire qu'il y a d'autres coronavirus qui existent et qui ont été certainement en laboratoire maîtrisés. D'ailleurs, l'information nous dit que c'est en 2003 que le virus a été breveté. Donc, de toutes les façons, on va rentrer dans le débat tout à l'heure pour dire simplement, je pense que les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, mais il y a lieu d'être vigilant et prudent parce que l'hécatombe n'arrivera pas. Très bien. Alors, le troisième invité, il est déjà installé. Il se nomme Jean de Dieu. Ici, il est communicateur politique. Jean de Dieu, bonsoir. Serge, mon frère, bonsoir. Bienvenue. Vous avez noté que j'ai du sourire. Le sourire parce que vous êtes remarquablement implanté comme grand journaliste. Du Merci. Sourire parce que, voyez-vous, vos invités, vous avez fait un choix exceptionnel. Ils sont mes frères. Zema Damou, qui a la même ligne éditoriale que moi, parce que nous autres, on a dit qu'il faut présenter le visage vrai de la vérité au peuple. Vous voyez, Mandeng, Diabaté, que vous voyez, nous avons grandi, nous courions pieds nus, on partageait nos plats, on ne portait pas de masque en tout cas, il n'y avait pas de micro, et on a grandi, c'était bien massif. On a passé toute notre vie à batailler. Vous vous rappelez qu'une chaîne concurrente à la vôtre, deux d'ailleurs, nous ont mis en communauté, c'est-à-dire Afrique Média là-bas, Douala et Royal FM à Yaoundé, voyez-vous. Donc nous avons partagé des choses importantes qui m'obligent à observer un sourire. À côté de ce grand sourire qui est contextuel, je suis en train de vouloir supplier les Camerounais à partager le même sourire. D'ailleurs, Madame le disait, la grande maladie qui concerne les nègres s'appelle la peur.
Et vous savez, je suis petit étudiant en anthropologie. Et en anthropologie, j'essaie un peu d'évaluer les cultures camerounaises, les cultures africaines. Et j'observe que les Camerounais, même lorsqu'on rate une certaine communication, bon, enfin, je parle entre guillemets, on a dit que ma grande sœur, Madeleine Tchenté, avec son histoire de chauve-souris, etc. Et puis les Camerounais ont créé une chanson. Si on était en radio, on allait mettre ça. Une chanson où nous tous nous dansons. On est très contents. On banalise et on est content. On est vainqueur de la peur. De la même manière, une autre Camerounaise, ça me fait beaucoup de sourire. Si vous prenez mon téléphone, vous allez rire jusqu'à demain matin. Une Camerounaise nous a dit, ben écoutez, ils nous ont dit ne portez pas les masques. Les masques étaient réservés pour les praticiens de la médecine. Et brutalement, on dit que non. Il faut généraliser les masques, il faut les porter de manière obligatoire. Évidemment, les Camerounais ont dit, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, toutes les mesures que vous allez prendre, rassurez-vous, nous allons porter les masques. Et une femme a mis en place une invention qui va vous faire rire après cette émission. Elle a imaginé qu'on peut prendre le caleçon du garçon. Et quand elle porte ce caleçon en direct, là, c'est une vidéo extraordinaire. Donc, le caleçon du petit garçon à la maison, ou bien le caleçon de votre mari peut servir de masque et c'est vraiment agréable. C'est une inspiration, j'allais dire divine. Alors, pour dire quoi? Le sourire que j'apporte ce jour, qui me caractérise au quotidien, est l'issue de ce que M. Zemadamou, pardonnez-moi, il a mangé mes biscuits. Voyez-vous, nous avons les francs-maçons ici. Nous avons les rosicruciens ici. Nous avons les chrétiens ici. Nous avons les animistes ici. Ils doivent défendre nos intérêts et nous-mêmes. Si nous avons un seul maçon ou un seul rosicrucien en Afrique qui continue à défendre les intérêts des maçons d'ailleurs, des Illuminati d'ailleurs, qu'il sache, après mon discours, qu'il n'est pas maçon, il n'est pas mystique, il n'est pas élevé. Le vrai mystique est celui qui doit dire en Afrique que cette histoire. Vous avez dit, l'Organisation mondiale de la santé, vous avez dit que la maladie va tuer tous les Africains. Vous mentez. Nous, ici, là, l'homme ordinaire a dit, nous avons notre Ikouk. Nous avons le Kelibaba. Vous appelez ça quoi? Nous avons le Kelkeliba. Nous avons le gingembre. Nous avons tout ce que nous avons. Aloe vera. Didier Raoult a dit là-bas qu'il faut fabriquer la chloroquine. Et évidemment, Madeleine Tchenté nous a rassuré qu'on va fabriquer la chloroquine. Le Premier ministre nous a dit, j'ai vu les 7 dernières mesures qui viennent compléter les 13 premières. Il est établi que nous devons fabriquer nos masques. Voyez-vous, ma mère qui est inquiète est partie voir sa couturière et m'a offert ce matin même ce masque. Pour qu'on n'arrête pas. Et puis moi, j'aime le masque désormais, puisque le gouvernement du Cameroun nous prescrit cela. J'ai été un peu long, je demande pardon, mais je voulais absolument partager ce sourire. Les Camerounais doivent être capables de porter leur culture de victoire et dire au monde entier que virus, vous appelez ça quoi? Corona. La couronne portante des plaies issus des cancers, ça ne nous concerne pas. Nous allons bagarrer et nous serons vainqueurs. Très bien. Merci pour ce premier jet. Alors tout de suite, je vous invite, cher monsieur, à faire un tour du côté de, on va dire, l'international pour faire la revue de quelques sujets saillants qui ont marqué cette semaine. Je commence avec vous, Henri-Paul Mandeng. Il y a cette bonne nouvelle qui vient du côté du Tchad. Le président Idriss Déby dit avoir vaincu Boko Haram. On sait qu'il y a une offensive qui a été lancée à la suite de l'attaque ayant coûté la vie à des centaines de soldats tchadiens. Le chef de guerre, le président de la République, Idriss Déby, est allé lui-même au front avec ses troupes. Il revient vainqueur, il dit avoir vaincu Boko Haram. Sauf qu'il se plaint d'être quasiment seul dans cette bataille contre cette nébuleuse djihadiste, visiblement abandonnée par ses pays voisins et les autres pays amis.
Mais il faut dire tout de suite que c'est tout à l'honneur du président Déby de réagir promptement à l'agression de Boko Haram, parce que cela n'a que trop duré. Il faut dire, on ne peut pas nous dire qu'une bande de soudards qui n'a pas été formée à faire la guerre puisse résister à plusieurs armées, celle du Nigeria, du Niger, celle du Cameroun, celle du Tchad. C'est quand même étonnant, c'est incroyable. Et ces gens prospèrent dans la zone du lac Tchad. Évidemment, c'est leur dernier réduit. Tout est à croire que l'armée qui a attaqué l'armée tchadienne, tout simplement, c'est un résidu de soldats, c'est un réseau. Ça, en fait, Boko Haram, c'est le champ du cygne. C'est-à-dire que depuis pratiquement 2 ans, face au coup de boutoir de la force interafricaine, il faut dire que Boko Haram a subi... La force mixte multinationale. Voilà. Boko Haram a subi de lourdes pertes. Alors, je pense que Boko Haram a voulu, le commandement opérationnel de Boko Haram avait été décapité. Fondamentalement, Boko Haram a voulu ressurgir à la faveur de la lutte contre, pendant que tout le monde est concentré dans la lutte contre le Covid-19, ils ont voulu s'implanter dans la zone du lac Tchad de façon durable. On savait que il y avait certaines populations qui utilisaient les forces de Boko Haram, certains soldats de Boko Haram, certains miliciens de Boko Haram pour être plus explicite, certains miliciens de Boko Haram pour commettre un certain nombre des actions, c'est-à-dire à caractère économique, lorsque pour pour solder un certain nombre de rivalités à caractère économique, par exemple dans le domaine de la pêcherie, il faut dire que certaines populations avaient la tentation de faire recours aux miliciens de Boko Haram. Mais aujourd'hui, ils ont voulu se reconstituer une force armée. Mal en a pris. En face d'eux, ils ont un chef de guerre, Idriss Déby, qui a dit pas question et qui a réagi avec force, avec vigueur. Mais il faut comprendre qu'il a raison de se plaindre d'être seul. Parce que ce n'est pas un combat. On combat, vous avez dit d'entrée de jeu, on combat contre une nébuleuse. Ce n'est pas contre une armée régulière. C'est-à-dire, ce n'est pas 2 armées qui se font face. C'est une nébuleuse qui est là. Donc, il faut tout simplement faire quoi? Il faut une conjonction dans le renseignement. Il faut une conjonction dans le renseignement. Il faut une conjonction de force dans la mise en place d'un dispositif stratégico-militaire qui exige évidemment la synergie de toutes les armées. Le Tchad a mis à disposition 1200 soldats. Visiblement, les autres pays, c'est véritablement un peu moins. Et ce sont les troupes tchadiennes qui payent le plus lourd tribut. Et peut-être parce que la partie du lac Tchad dans laquelle Boko Haram voulait s'installer est en face de N'Djamena. Donc, elle est en face du Tchad. C'est pour ça que ils ont voulu s'installer durablement par la force. Mais ils n'ont pas compté sur la force, sur la capacité, le dispositif réactionnaire de l'armée tchadienne qui pratiquement a lutté, a mis toutes ses forces dans la bataille. Donc vous voyez que l'armée tchadienne est rodée, l'armée tchadienne est bien armée, l'armée tchadienne est bien formée. Donc ce qui fait que la réaction a été terrible. Bon, maintenant le problème qui se pose, et ça le président Déby a raison de le souligner, pour mettre fin à la pieuvre, il est important qu'il y ait une synergie des énergies, c'est-à-dire une synergie des forces dans le domaine du renseignement, parce que c'est le renseignement qui est au cœur de l'affaire. On aurait pu liquider ce réseau de Boko Haram si et seulement si les Camerounais fermaient leurs frontières, les Nigériens fermaient la leur, le Niger fermait la sienne. On aurait pu les prendre en tenaille et liquider une fois pour toutes le dernier réseau de Boko Haram dans la zone. On ne l'a pas fait, malheureusement, et le président Déby se retrouve tout seul dans la bagarre. Je comprends que les forces armées ont d'autres chats à fouetter en ce moment bien précis, le Cameroun et le Nigeria par exemple. Le Nigeria, lui aussi, de l'autre côté, il a une autre faction de Boko Haram avec laquelle il est aux prises, parce qu'il faut comprendre que Boko Haram n'obéit plus à un commandement stratégique intégré. Donc ce sont de petites bandes qui, de gauche à droite, essayent de faire le coup de feu. Mais rien qu'à voir la réaction face à l'armée tchadienne, il faut dire que c'était des gars qui étaient bien armés. D'où viennent ces armes? Il faut maintenant couper les lignes de ravitaillement de ces armes. Qui les approvisionne? On ne peut pas nous dire au monde que le trafic, le commerce des armes est régularisé, est réglementé, est régulé par des lois. C'est-à-dire que, par exemple, la loi du destinataire final, c'est-à-dire quand vous achetez une arme,
vous avez un matricule, vous avez un nom, et ces armes ont une destination finale. Donc on peut vérifier ça. Je pense que les Nations Unies ont tenté à un moment de mettre une sorte de traçabilité dans le commerce des armes. On se demande bien, quand on voit la qualité des armes prises par l'armée tchadienne, on se pose un certain nombre de... C'est une puissance de feu extraordinaire, qui n'est le fait que des armées régulières. D'où viennent ces armes? Donc il faut se poser immensement de questions. Est-ce que ce n'est pas les trafics dans le Sahara, trafic de cigarettes, les trafics humains, les trafics de drogue, qui financent directement ce type de vente d'armes? Est-ce que ce n'est pas des services secrets occidentaux qui ne sont pas, c'est-à-dire qui veulent créer une sorte d'instabilité chronique dans la zone, qui ne puisse pas permettre aux États une certaine croissance aux États? Il faut se poser est-ce que ce sont des oppositions internes dans les États qui facilitent une sorte de ravitaillement de ces armées, donc pour démêler le chevaux d'un certain type de contradiction? Il serait fondamental qu'il y ait cette conjonction du renseignement et que tout cela soit fait tout de suite. C'est possible, ces États ont du matériel humain, ont de la ressource humaine pour cela. D'accord, merci bien. Ziem Adamo, malgré cet optimisme affiché, cette victoire quasi célébrée par le président Idriss Déby, il y a cette sortie qui tempère cet élan, celle d'International Crisis Group, qui, effectivement, considérant la nature réelle de Boko Haram comme une nébuleuse, Henri Paul tout à l'heure parlait d'une pieuvre, et dit cet élan victorieux est à relativiser. Pour International Crisis Group, Boko Haram est toujours là et Boko Haram va toujours frapper. Serge, il faut dire que c'est une ONG qui... c'est pour ça qu'à un certain moment donné, on se demande si Atangandi, le ministre camerounais de l'administration territoriale, n'est pas parfois un grand visionnaire, ou est-ce que dans ses sorties, bien qu'elles soient des envolées lyriques qu'on a du mal à contenir, il y a certainement beaucoup de choses de vraies à pouvoir tirer. Comment est-ce que vous pouvez être une ONG face à des efforts surhumains d'une armée comme l'armée tchadienne, face à des faiseurs de troubles, à des semeurs de la mort comme Boko Haram? Vous tenez un langage dans le sens d'un relativisme après des efforts comme cela. Vous comprenez qu'il y a là une envie de décourager, il y a là une envie d'affaiblir la volonté et l'enthousiasme, n'est-ce pas, du peuple tchadien à finalement stabiliser cette zone, cette sous-région, n'est-ce pas, d'Afrique centrale, notamment du lac Tchad. Donc, je ne vais pas m'arrêter, Serge, trop longtemps sur des propos comme ceux-là que je trouve très enfantins et qui cachent à la réalité les objectifs réels de cette ONG. Je pense que tout le monde l'a vu. Il faut certainement, avec Henri tout à l'heure, dire simplement que le président tchadien est en droit, n'est-ce pas, de donner ce coup de gueule. Et comme l'a dit Diabaté, il faut aussi comprendre que il y a en dehors, mais il est sorti par une très bonne chute, les oppositions internes. Et le Cameroun est dans une posture extrêmement difficile pour mener un certain nombre d'actions au niveau panafricain. Parce qu'on est quand même le seul pays dans la sous-région qui vit depuis une dizaine d'années des soubresauts de succession et qui de plus en plus aujourd'hui deviennent quasi régulières. Vous voyez ce que nous faisons du Covid-19 chez nous ici. Lorsque vous regardez les comportements des politiques au Cameroun, vous comprenez que le Covid-19 sert aux autres, à certains, de régler les comptes politiques au système qu'on estime avoir déjà trop duré. Je peux être d'accord avec eux, mais maintenant, est-ce que pour le faire partir, il faut se prémunir ou bien il faut se prévaloir de la détresse des autres, n'est-ce pas, du crime que les autres font sur nous à travers leur déshumanisation, à travers cette technoscience? Non, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est en difficulté pour pouvoir accompagner efficacement le président tchadien. Il devrait le comprendre. Mais
il est englué dans différentes oui. sphères de conflit. Tchabaté l'a dit, c'est la vraie sortie à la réalité, les oppositions internes. Mais la nôtre est à la fois multidimensionnelle, multiforme, multicolore. Elle est insaisissable. C'est une hydre. C'est une hydre. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui au Cameroun qu'il n'est pas pour le départ en catastrophe de ce système en place aujourd'hui et qu'il est. On est tous cagoulés. Les Camerounais avancent tous avec une cagoule aujourd'hui. Donc c'est extrêmement difficile et délicat. Heureusement, tant mieux que le submersible est là et qu'il essaye bien que mal à contenir. Mais j'avoue que vous avez appelé ça international crisis. Je ne sais pas moi quoi, non. Je pense que oui, je pense que non. Il faut aller vers le président Déby avec des mots d'encouragement, avec des mots d'apaisement, avec des mots qui lui permettent de ne pas se décourager parce que les autres ne l'ont pas accompagné, mais de lui permettre de comprendre que même si l'envie de l'accompagner est là, il y a un problème réel, c'est que nos armées ne sont pas aussi faites pour être à la fois aussi disséminées dans plusieurs fronts comme nous sommes au Cameroun, et ne pas aller avec un langage de relativiser pour lui dire Boko Haram va revenir. Ça c'est comme ils veulent nous dire que Boko Haram n'est pas parti et que de toutes les façons, s'il est parti, ils vont tout faire pour que Boko Haram revienne. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Voilà donc des cagoules et des masques qui tombent. Lorsque le ministre Atangandi le dit, tout le monde lui crie dessus. Mais lorsque ça se passe comme ça, personne n'a la capacité de revenir pour dire qu'il avait raison. Ces gens sont dangereux. Très bien. Jean de Dieu ici, quand on écoute International Crisis Group, au-delà des complicités exogènes en termes de fourniture de matériel, de logistique militaire, au-delà des oppositions internes, il n'y a que la survie de Boko Haram est également relative à la précarité ambiante qui se vit dans l'ensemble de ces pays sahéliens. On peut facilement embarquer des jeunes désœuvrés à se livrer à ce djihad. Ça se comprend aussi, cette précarité en interne. D'abord, je me rappelle lorsque je dirigeais la radio Siangtou, sans publicité, la radio Tchemni Siangtou, l'ambassade de la France m'avait invité pour participer à une conférence de presse qui était tenue par le président de l'Assemblée nationale de France. Je crois qu'il s'appelle M. Bartolone, quelque chose de ce genre. J'étais parti lui poser deux questions imprudentes et indélicates. Et parmi ces questions, du moins les deux étaient en relation avec votre histoire de Boko Haram et la monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Ces deux questions nous permettaient d'illustrer ce que j'avais conceptualisé. J'avais obtenu dans mes multiples recherches un document qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Cette charte de l'impérialisme, à l'article 6, il est écrit que tout pouvoir qui émane de nous est légal, légitime. Un pouvoir qui n'émane pas de nous est illégitime et doit disparaître. Là, c'est des Occidentaux qui parlent. L'ambassadrice d'Italie à l'époque, je peux le dire aujourd'hui puisqu'elle n'est plus au Cameroun, m'avait informé que Jean de Dieu, oui, vous parlez de la France, c'est vrai, la France est dangereuse, mais il y a une puissance qui est le gendarme du monde. Vous avez accepté ça. Elle ne m'a pas dit explicitement que c'était les États-Unis d'Amérique. Avec mon autorité de l'âge et l'autorité de l'expérience, et puis vous m'avez donné la carte de presse, numéro 0283, et vous m'avez nommé éditorialiste, j'ai la liberté d'expliquer à l'humanité ce que je conçois, ce que j'observe, ce que j'ai comme information. J'avais donc enseigné que la déstabilisation des pays indésirables, des régimes indésirables, nous allons parler de Covid-19, et je vais vous montrer notre document qui n'est pas à votre portée, mais je vais vous le donner parce que vous êtes un journaliste sérieux, responsable. Alors, je vous montrer que la déstabilisation des petits pays
des régimes indésirables passe absolument par un concubinage incestueux qui met en valeur des forces exogènes, notamment les forces occidentales, et des forces endogènes, ce que vous appelez quelques oppositions. C'est-à-dire que des gens qui sont capables d'aller dire à Paris qu'écoutez, je peux être bon élève de Paris, écoutez, je peux être bonne marionnette. C'est ça notre malheur. Et maintenant, ça profite donc avec des colères internes. Les colères internes sont des conséquences parfois de notre mauvaise gouvernance, parfois de nos injustices criardes, parfois le communautarisme politique, des frustrations visibles. Parce que quand vous avez un pays tel que vous nous avez dit que venez concourir pour être élève à l'ERIC, à l'ENAM, à l'école normale, j'envoie mon enfant parce que je suis paysan. Alors, quelqu'un d'autre dirigeant, alors mon enfant n'a pas autant de chance, ça fait des frustrations. Ça peut fabriquer, donc voilà le processus de fabriquer, les raisons qui motivent certains patriotes d'hier à se radicaliser, à devenir des rebelles. Je suis au processus de fabrication des rebelles. Lorsque vous avez mis donc ces acteurs pertinents ensemble, en concubinage, il y a des acteurs secondaires qui peuvent servir de caisse de résonance. Vous parlez de Crisis, voilà. International Crisis. Je n'ai pas prononcé les noms des organisations non gouvernementales. Ce sont les caisses de résonance. Et quand cette caisse de résonance vous infiltre, ça travers les séminaires qu'on lave le cerveau. Qu'on lave le cerveau à certains journalistes, à certains leaders d'opinion. Ça travers de la société civile. Ça travers eux qu'on verse les sacs d'argent. Les sacs d'argent, parfois une mauvaise monnaie, et cet argent qui passe par des banques, on va y arriver, ça s'appelle l'organisation de la criminalité transnationale organisée. Dès que vous avez bien compris cela, vous n'avez pas, c'est nous gobons, nous consommons sans réfléchir comme des nivakines, les noms qui nous viennent des médias occidentaux, Boko Haram, ça ne nous concerne pas, parce que vous savez très bien que l'école occidentale n'est pas un péché chez nous. Lorsque l'école est fermée, comme c'est le cas, nous, parents, nous sommes en colère. Enseignants, interrogés, 10 enseignants, ils vont vous dire que nous, on veut l'école. L'école occidentale. Elle n'est pas un péché chez nous. Donc, j'ai même de la peine à utiliser les termes comme Boko Haram. Vous voyez la différence entre cette histoire de Boko Haram et ce qui peut se passer au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas, nous avons refusé d'écouter sereinement. J'ai eu un témoin visible et concret. Il était ambassadeur de l'Arabie Saoudite aux Nations Unies. C'est lui qui avait bien expliqué que les forces occidentales installent des mercenaires dans des pays à déstabiliser. Et vous avez retenu certainement, puisque vous avez fait l'école, vous avez retenu certainement le nom d'un certain Bob Denard lorsqu'il fallait fabriquer le fameux État de Biafra au Nigeria. C'est le même processus. On n'a pas changé comment dire, de vitesse, c'est la même vitesse. Je voudrais, en un mot comme en mille, vous faire observer que vous vous demandiez d'où viennent la logistique. Ne parlons pas seulement des armes, la logistique. Mon grand-père avait prononcé les termes de sagesse Manguissa. Il avait dit, lorsque vous voyez un fabricant de cercueils, quelle est sa prière du soir? Qu'il y ait autant de morts que possible. Même le voisin, si le voisin meurt et on achète le cercueil chez lui, c'est très bien. À l'instar de ceux qui se trouvent aujourd'hui en Italie, en Espagne, aux États-Unis, qui font de très bonnes affaires. La prière du soir du menuisier, c'est que son cercueil soit vendu. La prière du fabricant de véhicules, c'est que les véhicules soient vendus. La prière du fabricant des armes. Ce n'est pas pour venir tuer les hérissons en Afrique ou le pangolin. D'autant plus qu'on vous dit que le pangolin a désormais comme la chauve-souris. Non, il s'agit de tuer des gens qui dérangent comme moi. Vous comprenez ça? Tout à fait. Il s'agit de se garantir des grands intérêts géopolitiques, des grands intérêts économiques. Il s'agit de remplacer, la même base sur les régimes indésirables. Et on vend les armes et à l'armée conventionnelle. Et parfois des très bonnes armes aux mercenaires, on ne vend pas, on dote, on met les mercenaires en mission. Lorsque je l'ai dit, Serge, il s'agit de faire savoir aux Africains
Et je le répète tous les jours, les mystiques africains doivent travailler pour que nous ayons les leviers de souveraineté. Parce qu'on n'est pas indépendant à l'État. Les leviers de souveraineté d'abord sur le plan spirituel. Sur le plan métaphysique. Et si nous sommes des êtres de la jouissance, on aime le sexe, on aime la nourriture, on aime la chair, La boisson. on ne peut pas s'élever. Je le dis parce que les autres vous disent un discours contraire. Je pense tout de suite au chancelier allemand. Helmut Kohl avait dit, il ne faut surtout pas que l'Afrique s'industrialise. Il faut que l'Afrique demeure un vaste marché de consommation de produits manufacturés et surtout un grenier de matières premières. Mais dès que les Africains, peut-être que je travaille aujourd'hui pour que mes enfants puissent s'élever mieux que nous. C'est pour ça que nous avons dit, j'ai fait 30 jours au Tchad. Vous vous rappelez le dernier séjour du Tchad, Diabaté. J'étais parti causer avec Ingrid de Hino justement. Parce qu'il était content de moi. J'avais dans mes élucubrations et délires, j'aimais montrer que les Africains, nous ne pouvons pas accepter toute une vie ce processus d'imbécilisation et on l'accepte. On doit travailler. On doit travailler. On va parler de Covid-19. Vous verrez, je vous montrerai un autre document. Bon, parce que moi j'ai la chance d'obtenir les documents sans effort. On casse ma voix, mes brouettes. On porte comme la dernière fois. Ils ont cassé, ils ont porté toutes les informations que j'avais. Je devais vous montrer comment les financements sont entrés dans la zone du lac Tchad. Les mercenaires qui devaient recevoir et tous les comptes, ils ont cassé, ils ont pris ces documents. Malheureusement pour moi, je n'avais pas une autre copie. Mais celui-ci que j'ai là tout de suite, il n'est pas grand comme document, mais il va donner quand même une lecture aux Camerounais pour savoir de quoi il est question. On est en guerre. Guerre mystique, métaphysique et guerre visible. Et puis, comme on est dans la manipulation des masses, on n'y comprend rien. Il faut donc qu'on ait quelques... Tant pis pour ma propre vie. Très bien, merci pour ces analyses. Nous allons faire un détour du côté de la République démocratique du Congo. Avec cette bombe survenue cette semaine, la mise sous mandat d'arrêt provisoire, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, pratiquement numéro 2 du régime, Henri-Paul Diabaté, les raisons évoquées pour cette mise, cet arrêt du ministre Vital Kamerhe, c'est une indélicatesse dans la passation des marchés et les décaissements de fonds publics. Quel est votre regard? C'est une grosse déception. On se disait après l'ère Kabila, le tandem Félix Tshisekedi-Kamerhe, ce serait une gouvernance sous de meilleurs auspices, malheureusement. Mais il fallait pas s'attendre au miracle. J'aime bien le président Tshisekedi, mais il n'allait pas inventer le personnel politique. Ce sont les mêmes qui étaient sous Kabila. Vital Kamerhe, c'est quand même, ces 10 dernières années, il était aux affaires. Ancien président de l'Assemblée. Voilà, ancien président de l'Assemblée. Il était au cœur du système Kabila. Donc c'est clair que, et quand on connaît le système Kabila qui ne brillait pas par une sorte de certaine probité morale, donc il est clair que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Véritablement, c'est vrai que le président Tshisekedi nous donne tous les gages de sa bonne foi en disant « je veux créer un nouveau monde en RDC », mais il ne faut pas se leurrer. Véritablement, les habitudes n'allaient pas, on la peau dure, et n'allaient pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais toujours est-il que c'est bien l'action, c'est-à-dire sa réaction prompte, en mettant l'un des poids lourds de son régime, le numéro 2 du régime en l'occurrence, Vital Kamerhe, qui est quand même un poids lourd du régime. Allié depuis son investiture le 24 janvier 2019. C'est un éléphant de la politique au Congo, c'est un geste décisif qui vaut son pesant d'or. Je pense que c'est un message à la classe politique congolaise, à beaucoup plus de probité dans la gestion du bien public. Véritablement, il faut qu'il aille plus loin. Ce sera extrêmement difficile dans un pays où l'État a pratiquement foutu le camp, parce que le véritable enjeu pour le président Tshisekedi, c'est de restaurer l'autorité de l'État partout en RDC. Des tréfonds de Bouya dans le sud Kivu,
comment dirais-je, à Gbadolité, dans la région de l'Équateur, à la frontière avec la Centrafrique. Donc il est clair jusqu'à Boma-Matadi, au sud, avec Cabinda. Donc c'est clair qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Le Congolais ne doit pas s'arrêter à Kinshasa. L'État congolais doit exister partout. Mais maintenant, le véritable problème qui se pose, est-ce qu'il aura les moyens, le temps? Vous savez, la durée d'un mandat, 5 ans, c'est pas beaucoup, hein? C'est pourquoi je dis toujours aux gens en Afrique, on pourrait résoudre un certain nombre de choses si on faisait un seul mandat de 10 ans. Un mandat non renouvelable, oui, d'un coup, qui permettrait au chef de l'État de véritablement appliquer une politique qui puisse changer les choses. Parce qu'en 5 ans, on a l'impression, c'est tellement vite passé qu'on n'a pas le temps nécessaire d'implémenter une véritable politique avec les soubresauts du parlementarisme qui a cours dans certains États, c'est pas évident. Et vous savez, remodeler les esprits, la tâche de remodeler les esprits, de recomposer tout le paysage politique, c'est pas évident. Donc c'est pourquoi je dis, c'est un geste décisif que le président a pris, mettre son principal allié au NIOUF pour indélicatesse dans la gestion du bien public, c'est important. C'est un message fort, mais ce message fort a besoin d'être accompagné par toute la classe politique, mais surtout l'Union africaine. Et ça, je disais aux gens, et je continue de le dire, j'ai jamais vu l'expérience d'un seul État au monde qui se soit développé sans qu'il ne se soit appuyé sur une société civile forte. La société civile est face à l'État et aux politiques. La société civile, parce qu'elle est non partisane, elle n'est pas partisane, parce qu'elle est capable de s'imposer par rapport aux politiques publiques, par rapport aux ambitions des politiciens. Le politicien, lui, recherche son intérêt. L'État, lui, il a cette sorte de violence légitime. La société civile est là pour se mettre, pour jouer, pour réguler le jeu, pour jouer en tant qu'arbitre, attirer l'attention, sonner le tocsin de la révolte, sonner le tocsin de l'alerte, pas de la révolte, mais de l'alerte à chaque fois. Et fondamentalement, dans un pays comme le Congo, la RDC, je cherche bien où se trouve la société civile. Je vois certaines personnes s'élever de temps en temps, mais c'est si faible d'audition que je me dis à chaque fois, attention, il faudrait qu'en Afrique, que l'Union africaine se réveille et essaye de bâtir une véritable société civile qui puisse aider le peuple, qui puisse appuyer les sociétés publiques pour qu'il y ait cette recomposition du paysage dans nos pays. Très bien. Ziem Adamo, vous croyez en cet argument d'indélicatesse dans la gestion des fonds publics ou une volonté du président Félix Tshisekedi de se débarrasser peut-être d'un allié devenu, on va dire, encombrant? C'est difficile de répondre à cette question n'étant pas un citoyen vivant en RDC. Parce que ça, c'est vraiment la maîtrise des couloirs et du côté véritablement jardin. Mais à la distance... Pourquoi on le dit pour oui, tout à fait. Justifier. À la distance qui est la nôtre... Le régime Tshisekedi, il est tenaillé par le pouvoir Kabila, la primature, les gouvernorats et tout. Il y a une volonté à un moment pour le président Félix Tshisekedi d'avoir tous les leviers du pouvoir, de se débarrasser de partenaires peut-être encombrants. C'est pour ça que je dis que votre question est profondément délicate. Et je ne peux pas m'aventurer à porter un jugement de valeur sur le régime du président Tshisekedi. Parce que dit des choses qui sont aussi importantes et aussi fines et délicates comme celles que vous voulez mettre en exergue, il faut forcément être à côté du système et vivre un certain nombre de choses au jour le jour. Mais disons simplement que pour ce que nous percevons, pour la perception que nous avons de l'acte qui a été posé, c'est un acte salutaire, n'est-ce pas? C'est un acte salutaire, même si maintenant les politiques peuvent aller dans le sens que tu as pointé du doigt pour dire que c'est certainement parce que ci ou ça, mais c'est déjà un acte salutaire qui démontre de la part du président, du chef de l'État, comme l'a dit Henri, une volonté de faire bouger les lignes. Il faut dire que Jean de Dieu le dit depuis l'instant, notre véritable problème reste encore un problème, et nous le dirons encore davantage avec le Covid-19 tout à l'heure, un problème métaphysique, un problème de spiritualité africaine. C'est-à-dire que le Covid-19 est arrivé même à nous poser, à ce qu'on se pose une autre question, à laquelle les maîtres du monde ne veulent pas y aller parce qu'ils ne les posent pas. Et du coup, les médias africains
qui sont dans le processus d'aliénation ne posent que les mêmes questions que les autres veulent, que les autres se posent et que les autres nous obligent à nous poser. C'est-à-dire qu'en la réalité, c'est bien que la démocratie occidentale, aujourd'hui telle que nous la vivons, présente ses limites. Parce que le Covid-19 est aussi une affaire de lutte civilisationnelle. C'est aussi une affaire de lutte civilisationnelle. La Chine, qui est une dictature, comme le présente l'Occident, des autocrates ont pu gérer le Covid-19 et aujourd'hui on dit que la Chine est guérie du virus. Est-ce à demander si on ne meurt pas beaucoup plus en Espagne, en Italie, en France parce qu'on est en démocratie? Où on vous dit confinement, les gens commencent à vous dire non, ça ce sont mes libertés individuelles, vous ne pouvez pas me confiner comme ça, vraiment parce que... Mais en Chine, on n'a pas demandé aux Chinois s'ils veulent être confinés ou pas. On arrête les bus et on teste des gens. Lorsque vous avez une température, même si c'est une simple grippe qui n'a rien à voir avec le Covid, on vous met le grappin dessus et on vous dirige dans le centre de traitement. Et aujourd'hui, tout le monde applaudit la Chine de deux pieds. Est-ce pas en réalité le système politique chinois qu'on est en train d'applaudir de pieds et des mains? C'est-à-dire, est-ce que la démocratie, par le Covid-19, n'est pas venue montrer ses limites? Et en ce moment, l'Afrique en elle-même, donc, quelle est sa posture sur cet angle-là de lecture? Quelle est sa posture sur cet angle de lecture? Elle qui passe le temps à nous rabattre les oreilles, les Africains, avec liberté, avec démocratie, avec constitution, avec pacte international. Nous y reviendrons dessus avec l'appel public de générosité, l'appel à la générosité publique. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un questionnement pour l'Afrique de revoir son système politique et de saisir le Covid-19 qui en fait siège? Et je suis d'accord avec un panéliste sur une télévision concurrente, c'est pas de la publicité, le jeune Tot au cœur des mystères, qui a estimé que, non, le docteur est tout dit autant pour moi, qui a estimé sur le plan spirituel que le Covid-19 peut même être un atout. C'est-à-dire que peut nous amener à revoir un ensemble de choses. On en parlera tout à l'heure. Un ensemble de choses, tant sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans. Est-ce que l'Afrique ne peut pas donc aujourd'hui se saisir du Covid-19 pour prendre en main sa destinée? Tant sa destinée politique, refaçonner son paradigme, son modèle social. J'ai dit tout. Et revenir à ses sources, revenir à sa métaphysique, à sa cosmogonie, à sa spiritualité. Parce que c'est de ça dont il est question. Nous sommes dans une guerre de civilisation. Fukushima, comment tu appelles le dernier homme, l'ont dit, n'est-ce pas? C'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début de l'histoire. Nous ne sommes pas sur le dernier homme. Au contraire. Et on est passé de la guerre idéologique à la guerre civilisationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus opposer le capitalisme au communisme, au socialisme, et ainsi de suite à la social-démocratie. Parce qu'on voit bien des capitalistes qui appliquent les principes socialistes. Parce que le plus important est comment régler la demande sociale. Les gens ont besoin de se soigner. Comment on fait pour construire les hôpitaux dans toutes nos villes et dans nos campagnes? Si pour cela, je suis un président qui s'est dit de gauche et que je suis dans l'obligation d'augmenter les impôts, eh bien je vais le faire. Parce qu'au fond, ce que ma population me demande, c'est d'avoir accès aux soins de santé. Donc du coup, les guerres idéologiques, ça c'est terminé. Mais aujourd'hui, la nouvelle guerre dans laquelle nous sommes, c'est la guerre civilisationnelle. Et vous verrez donc, à partir du Covid-19, qu'on est en plein dans la guerre civilisationnelle, la civilisation occidentale, qui est plongée, une économie complètement bloquée. Et on va vous démontrer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on parle de solidarité internationale, il n'en est pas une. Il n'en est pas une. On y reviendra. On y reviendra. Donc, je ne peux pas répondre à ta question, mais comme l'a dit Henri, je dis que c'est une bonne chose, que ce soit des calculs politiques ou pas, nous avons besoin d'améliorer notre gouvernance. Nous avons besoin de revenir à des préceptes humanistes. Nous avons besoin de remettre l'homme en tant qu'Africain, parce que ça c'est notre essence, ça c'est notre consubstantialité, au centre de tout ce que le politique fait. Et j'aime à dire
pour faire la politique, il faut aimer la majesté des souffrances humaines. Si vous n'aimez pas la majesté des souffrances humaines, ne venez pas en politique. Parce que la meilleure manière de servir Dieu, c'est de faire la politique. De servir l'homme. Jean de Dieu ici, jusqu'où peut aller le président Félix Tshisekedi quand on connaît la porosité qu'il y a dans la gouvernance en République démocratique du Congo, notamment en termes de gestion des ressources naturelles. Pour accompagner votre réflexion, rappelons que le président Tshisekedi, les 6 premiers mois, il a pris le pouvoir, il a été investi en janvier 2019. Après 6 mois à la présidence, il avait vidé le budget de la présidence. Lui-même n'étant pas un modèle en termes de bonne gestion, jusqu'où il peut aller après avoir fait tomber son premier allié politique, un baron du système. Je dois pouvoir dire ici que nous attendons d'évaluer l'action de Tshisekedi après avoir observé ce dont il est capable. Le conflit qui oppose la République démocratique du Congo et le petit Rwanda, qui est vu par les Occidentaux comme grand pays, comme un modèle de bonne gouvernance. Comme ceci. Mais le vrai conflit qui concerne les Africains, c'est que qu'est-ce qui se passe avec le sang des Congolais, avec les minéraux des Congolais qui sont exploités de manière informelle. Parce que le Rwanda sert... donc c'est le vrai problème pour moi. Donc pour l'évaluer, c'est là-bas qu'on l'attend, à la fin de 5 ans. Maintenant, vous savez, on nous demande de nous laver les mains ces derniers temps. Je suis venu vous dire ici que, en même temps qu'on doit se laver les mains, à l'alcool comme chez vous là, avec les gels hydroalcooliques, etc., lavons-nous les mains spirituelles. On ne met pas l'homme au centre des préoccupations quand on se vante au quotidien que j'ai les mains sales jusqu'au coude. Je les ai plongées dans la merde et dans le sang. Voilà. La merde et le sang, c'est la souillure spirituelle. Et là où, pour revenir à ce qui est de, je ne sais pas comment appeler ça, lutte contre le détournement des deniers publics, certainement, parce qu'il s'agissait d'évaluer ces 100 premiers jours. Lorsque j'ai suivi cet événement, je me suis rappelé tout de suite d'un grand ami. Je ne sais pas s'il faut donner son nom ici. Il est ministre. Il m'avait dit, Jean de Dieu en politique, qui s'y frotte, s'y pique. Il s'appelait Issa Shirma Bakari. Vous le connaissez? Il m'avait également dit une chose, nous travaillons, qui correspondait à la logique de mon grand-père. Mon grand-père m'enseignait qu'écoute, Jean de Dieu, d'abord, tout le monde sait que tu manges, tout le monde sait que tu bois. Il ne faut jamais dire à quelqu'un que j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Parce qu'il faut éviter d'être entre le marteau et l'enclume. Soit vous êtes enclume et vous supportez toutes les frustrations, toutes les injustices, toute la brutalité, la violence, la dangerosité de ce monde. Soit vous êtes marteau et vous frappez fort. C'est ça qui se passe au palais présidentiel de la République démocratique du Congo. En termes simples, j'enseigne à mes élèves que le machiavélisme est un humanisme. Le machiavélisme enseigne quoi? Globalement, en une minute, vous avez, lorsque vous allez lire ce grand livre-là, il a écrit 3 livres importants, mais le plus important, c'est votre livre-là, Le Prince. Vous êtes le prince, c'est-à-dire que l'acteur pertinent du système. Je parle là comme Crozier, Michel Crozier, l'acteur pertinent et l'acteur gouvernant, l'acteur dominant, l'acteur majorant, l'acteur de décision. Lorsque vous êtes l'acteur de décision, vous devez être 2 choses. Première chose, un homme. Un homme. Quand vous êtes un homme, vous êtes supposé, vous êtes censé maîtriser la loi fondamentale. Quand je parle fondamentale, je voulais dire la loi transcendantale, la loi de Dieu, les lois immanentes, les lois de la nature et les lois du code civil, pénal, etc. Les lois du droit positif. Ça signifie que vous êtes mystiquement, spirituellement, vous êtes fort. Et donc vous êtes un homme. Lorsque vous cessez d'être un homme, il faut être la deuxième chose, c'est-à-dire un animal. Mais cette fois-là, 2 animaux. Il y a l'animal,
il va certainement me rappeler le nom de l'animal au maître de la ruse. Quand vous êtes en situation d'ambiguïté, vous utilisez la ruse. Vous embrassez les alliés. Et là, on parle, j'embrasse mon rival pour mieux l'étouffer. Vous acceptez les alliés, même les alliés les plus indésirables, vous les embrassez. C'est la ruse. Cet animal de ruse, il faut bien qu'on se rappelle. Deuxième animal, il faut être le lion. Lorsque vous avez déjà les données et vous mangez votre proie, vous la crapez, vous la boutez, vous consommez avec une férocité à nul ordre. Donc n'interdisez pas un chef d'État qui connaît la dangerosité de Vital depuis des lustres de le manger aujourd'hui, puisqu'il le tient. J'allais parler comme au quartier qui le tient, là où il ne faut pas tenir. Monsieur au quartier, j'allais prononcer ce terme grossier. Donc, il le tient et il le mange. Vous n'allez pas le lui reprocher. Que ce soit une manœuvre politicienne, évidemment, je suis d'accord avec tous les chefs d'État qui luttent contre les détournements des deniers publics. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bientôt là, vous dites à tous les Occidentaux que vous voulez être prééminence institutionnelle et diplomatique d'un pays. À moins de 100 jours, on vous confie quelques millions pour mener certaines œuvres humanitaires, certaines œuvres qui peuvent sauver des hôpitaux, etc., qui peuvent donner l'espoir de jouissance au peuple. Et puis vous vous servez, au lieu de servir le peuple, vous entrez dans le processus d'asservir ce peuple-là. Alors que tout le monde, personne n'ignore qui est Caméré sur cette terre. Il nous a dit qu'il est un grand homme. Or, avec un très long parcours politique. Très bien. Le grand homme pour nous, c'est celui qui a donc réuni les valeurs, les vertus. Et donc, s'il a failli, permettez et encouragez. C'est là que je rejoins mon frère Diabaté. Il faut féliciter Tshisekedi en attendant, il faut l'encourager en attendant qu'on évalue sincèrement son type de rapport qu'il a avec les États-Unis d'Amérique, parce qu'il peut être le meilleur élève aujourd'hui, mais il faut bien que le peuple soit bénéficiaire, même si ses partenaires étrangers, parce qu'en fait, le constructivisme voudrait ça, que les grands centres se nourrissent des périphéries. Mais il faut vraiment que les acteurs de la périphérie soient également capables de faire la part des choses. C'est-à-dire, pendant que vous allez nourrir vos grands centres, pensez également que le peuple a besoin de l'eau, a besoin de petites énergies. Donc, je ne le félicite pas totalement, parce que vous l'avez dit, l'homme doit être au centre des préoccupations. Mais il n'est pas détestable s'il a appliqué la loi du machiavélisme juste. Machiavélisme comme humanisme. Très bien. Dernière halte dans cette revue de l'actualité internationale. Nous allons précisément du côté de la Chine, épicentre initial de cette pandémie du Covid-19, et une actualité qui fait très mal à beaucoup d'Africains. Ce sont justement des Africains de la diaspora qui sont visiblement maltraités, sortis des hôtels, qui se retrouvent dans la rue, qui passent la nuit dans la rue. On a l'impression que c'est une chasse à l'homme. Avant de commenter cette actualité, nous irons du côté de la régie pour suivre une vidéo très courte, une synthèse des situations vécues dans les hôtels. On aura des voix en français, en anglais, vécues dans les hôtels par certains Africains. Vous reconnaîtrez certainement des tons camerounais. Si la régie est prête, on y va pour cette synthèse de la situation vécue par certains Africains du côté de la Chine et précisément à Guangzhou. We are still outside here. They already chased us out from our hotel, and they kept us here that we should wait. They collected all our passports. Look at them. They collected all our passports. If the Nigerian government is doing anything, please, we beg them, let them be fast so we can go out of this mess here in China. It's too difficult here, man. 新的要求，这个广州市的新的要求，请你们配合啊，很快就。Tout finir le camp, pas ce qu'il y a, c'est la même. J'ai fait 14 jours, étant en cellule. Maintenant, après 14 jours, on m'a mis en 14 jours, 28 jours. Il faut rentrer chez moi au pays. Fais quoi ici là? En bas, tous mes papiers. En bas, tous mes papiers. En bas, mes papiers. En bas, papiers. En bas, c'est mes papiers, 14 jours. J'ai fait 14 jours. Étant en quarantaine.
On veut papier que les Américains m'ont donné à l'hôpital. Maintenant, on m'a encore 14 jours, 28 jours à Céline. Moi, il faut comment? I want to go back my country. Me to Africa, no problem. Me to Africa. Send back to friend, me to Africa. Send me to me to Africa, no problem. No problem. Me passport. Please send me. Fly to Africa, no problem. Me after here. We on fatigué. 14 days, 3 days. I do what? For 3 weeks. 3 weeks. Me business. Me business. Me business. Me business in my country. I should go back to my country. My visa will be expire. I want to go back to my country. Will be finished. It's finished. I want to go back to my country. I'm tired. If there's possible tomorrow. I'm tired. I know already 14, but now must go. Okay. Must go. I must go. Me, my fly to Africa, no problem. Me to Africa. 老板，你给我这个一个。这个是啊。一个给我。Très bien, retour sur ce plateau. D'abord, un premier commentaire. Henri-Paul Diabaté, on a l'impression qu'il y a une traque raciste en Chine. Visiblement, les Africains, d'après les vidéos que nous avons pu diffuser là, que nous avons pu recueillir ici et là, ce sont les Africains qui sont mis mal à l'aise, traités pratiquement comme des animaux. Une première réaction? C'est dommage. Nous, l'Afrique entretient de très bonnes relations avec la Chine. Les Chinois sont dans notre univers. Je suis premier partenaire commercial de l'Afrique. Je suis vraiment étonné de ce type de dérive. Est-ce que ce n'est pas le fait de certaines populations qui ont perdu tout sens de la raison et qui veulent se servir des Africains comme bouc émissaire dans ce genre de situation? Vous savez, lorsque les populations n'ont pas souvent de réponse aux certaines angoisses, on cherche le bouc émissaire, et l'Africain, c'est le bouc émissaire idéal. Celui-là qui paye souvent les incapacités des uns et des autres à surmonter un certain nombre de situations. Mais c'est le lieu pour moi aussi de dire que ce type de situation n'arrive que dans les peuples, que chez les peuples qui ne sont pas capables sur le plan politique d'avoir la moindre influence. Il y a un groupe des ambassadeurs africains en Chine. Ce groupe, j'ai lu la déclaration de ce groupe, mais c'est une déclaration extrêmement politisée. Ont-ils demandé une enquête aux autorités chinoises? Non. Ont-ils demandé des sanctions, d'éventuelles sanctions pour ceux qui ont commis de pareils impairs? Non. Ils se sont répandus en propos très communs et cela m'a fait extrêmement mal. Vous savez, il n'y a que vous pour être le meilleur avocat de votre cause. Le jour que les Africains prendront le temps d'être honnêtes avec eux-mêmes, je pense qu'on va les respecter. Vous savez, et ça je le disais depuis toujours, les gens me disaient, mais c'est pas vrai, pourquoi les Africains n'arrivent pas à peser sur les institutions internationales? Je leur disais, vous savez, dans un pays comme les États-Unis où le lobbying est quelque chose d'officiel, de légal, les Juifs, Israël a son groupe de Juifs, son groupe de pression qui agit à l'intérieur du département d'État, à l'intérieur du Congrès, qui achètent, ils n'ont pas peur de le dire, ils achètent des sénateurs, ils achètent des congressmen pour infléchir sur la politique américaine. À chaque fois qu'un chef d'État américain veut peser, de changer l'orientation de la politique américaine par rapport à Israël, ce groupe de pression, ce lobby juif intervient. C'est la même chose partout en France, ils sont partout présents en France, en Angleterre. Mais nous, on n'en a pas. C'est curieux. Dans un pays comme la Chine, qui est notre principal partenaire économique, véritablement, l'Union africaine devrait avoir un groupe de pression qui a des gens qui comptent dans l'appareil, le Parti communiste chinois, dans l'appareil de l'État chinois, pour que de telles mésaventures ne puissent pas arriver, ne puissent pas survenir, qui puissent négocier les meilleurs morceaux économiques pour l'Afrique, les meilleurs morceaux en termes politiques, les meilleurs morceaux en termes sociaux. Donc, tout cela,
c'est toi-même, c'est soi-même qu'on est. L'Africain devait être le meilleur avocat de sa cause, mais hélas, nous sommes incapables de représentation politique, nous sommes incapables de nous projeter, et manifestement, lorsqu'on a secoué les feuilles d'un arbre mort, d'un arbre mouillé, il est évident qu'il y a de l'eau qui nous coule sur la tête. Très bien. J'ai madame un mot sur cette réalité. Je ne serai pas long. Je fais d'abord complètement mienne l'intervention d'Henri. C'est clair. J'ajouterai simplement pour dire que je ne peux pas penser qu'il s'agisse d'un comportement gouvernemental. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une politique voulue par l'État chinois. Je pense que la Chine étant un pays continent, il y a bien des égarés, il y a bien des gens qui sortent certainement... Qui font preuve de zèle. Qui font preuve de zèle et qui, pour estorquer telle ou telle chose à un Africain, à un étranger, et profitent de la situation sanitaire pour certainement, n'est-ce pas, on va dire comment, tirer le marron du feu, c'est-à-dire que spolier ces étrangers qui sont pour la plupart, comme on a entendu, des hommes d'affaires, qui sont certainement venus faire des affaires et qui entendent partir pendant que leur visa est encore en cours de validité. Mais visiblement, on est en train de les amener vers, on va appeler ça comme ça, vers la sortie, c'est-à-dire que vers la fin de la validité de leur visa pour les mettre dans l'illégalité et certainement les dépouiller comme ils peuvent, ou alors en faire une marchandise qu'ils vendront à toute leur sauce, mangeront à toute leur sauce. Donc c'est désagréable, c'est vraiment honteux, mais tout ce que Henri vient de dire est important et qu'à l'Afrique de se donner une position dans le concert des relations internationales. Jean de Dieu ici. C'est abattu, mange nos biscuits, mais ça n'empêche point de marcher sur ces brisés. Évidemment, pour donner de l'emphase à ce qu'il disait, c'est rhétorique. C'est lui qui a expliqué ça, c'est un blanc, un français, on l'appelle Thierry Montbrial. Il a conceptualisé, il te dit, voyez-vous, en diplomatie, il y a 3 comportements. Il a dit 3 diplomaties. Il y a la diplomatie de la poule mouillée. Une poule mouillée a peur. C'est ça qui nous concerne malheureusement. C'est pour ça que j'appelle pour qu'on travaille, pour qu'on soit des grands pays pertinents. Il y a la diplomatie des dilemmes des prisonniers. Le dilemme est établi. Vous avez quelques instruments à faire prévaloir. Et donc la négociation est obligatoire. Les Chinois, eux, parlent de diplomatie de petits pas. Parfois, ils se retrouvent obligés d'utiliser l'instrument qu'on appelle on déroule au pont d'or. Mais maintenant, il y a la diplomatie qui devrait nous concerner dans 50 ans ou plus tard. La diplomatie de la bataille de sexe. Vous savez, quand 2 sexes entrent en bataille, chaque sexe arrache son plaisir. C'est la bataille, c'est la diplomatie qui est pratiquée entre les États-Unis et la Chine. Pour le cas bien déchirant, pour rejoindre Adamou, la civilisation chinoise a damé l'opium. Parce que la Chine a pris tous les avantages économiques du coronavirus. Donc, ça c'est... Maintenant, ce qui se passe là, qui allait me faire perdre le sourire quand je suis avant-hier, je suppose que ce sont les incidents issus de l'ignorance des mauvais comportements du peuple qui n'a pas d'information. Parce que quand le peuple est... Parce que les Chinois sont 1,340 milliard d'habitants. Il y a beaucoup d'analphabètes, donc beaucoup d'ignorants. Et ils peuvent soupçonner, devant une situation comme celle-ci, ils peuvent plutôt être en train de soupçonner que c'est les Noirs là, qui ont une peau là, qui nous apportent. Donc ça doit être une affaire des hommes non formés. Sinon, un incident comme celui-là nous invite à réitérer ce qu'on a déjà dit. C'est-à-dire quoi? Oui, monsieur le chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, toutes les mesures que vous allez, c'est déjà 20, c'est ça, toutes les mesures que notre gouvernement va nous donner à suivre, nous allons suivre scrupuleusement. C'est la première solution. La deuxième solution,
nous l'avons dit en termes simples, nous avons l'obligation de prier Dieu. Quand je dis prier Dieu, élevons-nous pour avoir les meilleures énergies de manière métaphysique, donc les solutions métaphysiques. Toi, vous avez la responsabilité de revisiter votre diplomatie et nous avons été tous d'accord que le Cameroun pratiquait la diversification des partenariats. La Chine est un acteur pertinent en ce moment dans toutes les diplomaties. Il faut bien embrasser la Chine, que ce genre d'incidents ne viennent pas détruire les espoirs que nous avons établis pour dire que nous gagnerons cette guerre à l'arme biologique. Très bien, merci pour cette réflexion. Nous n'allons pas encore sortir de ce thème. Pour rester équilibré, nous avons interrogé un compatriote, Eric Kennedy Foyette, acteur politique que vous connaissez certainement, actuellement présent du côté de la Chine, qui nous a fait savoir que en réalité, il s'agissait d'une manipulation de l'opinion. Ces Africains qui ont été sortis des hôtels se trouvaient dans les hôtels low cost, c'est-à-dire à très bas coût, et la plupart de ces hôtels ont été fermés. Seuls les hôtels prestige 5 étoiles qu'eux, ils ne peuvent pas s'offrir. Et dans ces hôtels low cost, ils sont généralement dans une certaine précarité. Ils sont 3, 4, 5 dans une seule chambre, question de limiter les coûts, et que c'est cette incompréhension et la barrière de la langue qui a favorisé. Vous avez évoqué tout à l'heure, Jean de Dieu, ici, la réaction de la diplomatie. Nous allons aller du côté de la régie pour suivre, ce sera certes en anglais, mais nous sommes dans un pays bilingue, la réaction du ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffroy Onyema, qui a rapidement convoqué l'ambassadeur chinois au Nigeria pour une mise au point afin que les ressortissants nigérians soient mieux traités. Nous allons du côté de la régie pour suivre cet échange un peu musclé entre le ministre nigérian des Affaires étrangères et l'ambassadeur chinois du côté d'Abuja. How you treat our ambassador is very important, very, very important, and I'm glad you did that. But how you treat our citizens is more important. I know, yes. Than even how you treat the ambassador. Yes. So, I mean, I just want to take you through, and I'm sure, you know, my colleagues will have some comments as well. You said you haven't seen any of the videos that are out there. I'm at liberty to show them to you. Everybody has them on the phone if you want, if that will convince you, because you said you haven't had an official complaint. You must communicate to us as accredited consulate to you. Then if you communicate to us, we are going to be able to sit with you and then see the modality, how we are going to discuss it with our national. You know what our government, including those of us here, the resistance we put up just to allow your medical personnel to come in a couple of days ago. Nigerians were worried for good reason, because we have this virus out there. And we're almost undiplomatic the way I'm talking, but it's because I am actually upset about what's going on. So I mean, I'm not sure how you want to address this. Have you spoken to your Nigerian counterpart in China? Have you spoken to the Nigerian ambassador in China? No. You haven't? No. Have you spoken not to on this issue. I'm talking about this issue. Have you spoken to any official Chinese of the Chinese government in China? But definitely, we have to, like I promised the foreign minister, we take the very... No, but you have not. No, we have done it. But you spoke to the Chinese government? Oh, we're still waiting for the... Because we are here, we don't get the picture, the whole picture. So, but we have to report the concern from Right Honorable Speaker and the Minister. We take it very seriously. Yeah, whatever you have, please by Monday, because I'm aware that this is a weekend. But by Monday, so we have a couple of days. Or Tuesday. Please, or Tuesday, because Monday is a public holiday. Well, today is a public holiday, so we're working over public holiday. If you have information by... Retour sur ce plateau, Henri-Paul Diabaté, il n'y a pas que de la mollesse au sein de la diplomatie des pays africains. C'est une réaction extrêmement ferme et accompagnée d'un ultimatum. Il dit d'ici, le ministre Geoffroy Onyema, ministre des Affaires étrangères du Nigeria, d'ici lundi, je vous donne 48 ou 72 heures pour prendre des dispositions pour un meilleur traitement. Il le dit, ce qui compte pour nous
à l'entame de son propos, c'est la manière avec laquelle vous traitez nos citoyens qui se retrouvent du côté de la Chine. C'est une réaction qu'on peut apprécier. Oui, c'est une réaction. Véritablement, vous savez, on réagit comme les relations internationales sont organisées dans un cadre. C'est-à-dire qu'il y a un processus, ça ne se passe pas, ça risque de rester des coups de gueule péris comme ça, spontanément, des manifestations d'émotions. Le véritable problème, c'est quoi? Il faudrait que de façon pérenne, il y ait une structure, qu'on n'aille pas en rang dispersé, chacun de son côté, par rapport aux intérêts qu'on a avec les Chinois. Non, que l'Afrique tout entière saisissent cette chance, la chance que nous ouvre le Covid-19, de parler d'une seule voix. Dans un pays comme la Chine, c'est un très grand pays. Avoir le représentant de l'Union africaine de la Chine, parce qu'il s'agit de plusieurs nationalités africaines, mais là, le ministre nigérien parle pour la cause de son pays, de ses concitoyens. Mais ça va dévaluer, ça risque de diluer les intérêts des Africains dans l'affaire. Il y a un véritable problème, il faut qu'on nous explique, il faut qu'il y ait une véritable enquête, qu'on sache. Est-ce que c'est réel que, en fait, il y a une mauvaise lecture de la situation, c'est-à-dire que les Africains étaient si nombreux pour des besoins économiques, étaient si nombreux dans les chambres, et ils ont été expulsés de celles-ci parce que pour des problèmes, voilà. C'est des problèmes de distanciation sociale, comme on dit. Est-ce que, donc, tout cela, ce type de choses, moi je suis un journaliste et par des formations professionnelles, je ne parle de ce que je connais, je ne parle que de ce que je connais. Donc véritablement, je veux qu'on nous explique, il y ait une enquête, qu'on sache que ce qui s'est véritablement passé. Et il ne faut pas que le Nigeria aille seul. Il faut que le Nigeria porte toute l'Afrique. Je l'ai toujours dit, on a de grands pays ici, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, qui peuvent porter la communication de toute l'Afrique et dire aux Chinois, non, mais... Par exemple, l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine. Voilà, et qu'il fasse un tour en Chine. Moi, j'ai vu, je me souviens, il y avait eu des problèmes en Chine. Je me souviens, il y a eu des problèmes, les étudiants africains avaient eu des problèmes en Chine pratiquement, je crois, c'était en 2003. En 2002-2003, j'ai vu le président Lansana Conté, qui était président en exercice de l'Organisation unitaire africaine à Pékin. Il est allé porter la voix de l'Afrique. Je pense que M. Ramaphosa, c'est vrai que l'infection à Covid-19, son pays est quand même menacé par celle-ci, mais ça ne doit pas le dispenser de sa responsabilité en tant que président de l'Union africaine. Mais il y a un président de la Commission de l'Union africaine. C'est à lui d'y aller là-bas, de porter la voix des Africains, la protestation des Africains, le droit des Africains à être respectés. Même s'il y a des Africains qui sont en marge de la loi, il faut qu'il y ait quand même des égards. Il faut qu'on nous traite avec certains égards. C'est aujourd'hui, il en va de notre capacité à pouvoir peser sur nos intérêts. Mais quand même, on est très riche. On est le continent le plus riche du monde. Et le plus convoité. Mais le plus convoité. Mais quelle est cette jeune fille qui se laisse malmener, qui est belle et qui se laisse malmener par tous les hommes qui passent? Fondamentalement, il faut que les Africains disent, mais arrêtez, il y en a marre. Que véritablement, que les Africains disent aux autres, dorénavant, la relation qu'on a avec vous, elle sera fonction de la manière par laquelle vous nous traitez. Très bien. Donc, fondamentalement, les Africains. Donc, il faut un nouveau paradigme dans la relation qu'on a avec les autres. Les autres ont tendance à nous minimiser. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup pour être... pour s'imposer. Mais les autres nous minimisent beaucoup. Et les autres ne vont pas nous élever si nous-mêmes, on ne les contraint pas à changer de regard par rapport à l'Afrique. Très bien. C'est madame, un mot très rapidement, en une minute, sur la réaction de l'ambassadeur du Nigeria. Une très bonne réaction. Comme dit Henri, on n'est pas sorti du conflit entre le groupe de Brazzaville et le groupe de Monrovia. Ça a persisté, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'arrive pas à parler d'une seule et même voix. On n'arrive pas à nous donner des objectifs communs et une méthode commune, une approche commune. C'est ça le gros problème de l'Afrique. On joue énormément aux individualismes, aux égocentrismes, aux égoïsmes, pour la simple raison qu'effectivement, ceux qui sont venus coloniser à gauche étaient ceux-ci, d'autres sont venus coloniser à droite et cela, mais tous ont disséminé, n'est-ce pas, l'esprit de division, nous ont appris à nous détester,
à ne pas nous considérer les uns et les autres. En Afrique, vous trouvez des sociétés qui estiment être supérieures aux autres. Les Maghrébins vont vous dire que les nègres d'Afrique ne sont pas comme eux. Donc il y a toutes ces querelles internes qui ont été, comment on dit, qui ont sapé un esprit panafricain. Et le combat continue et j'espère que les générations qui viendront après les nôtres arriveront à construire cette unité africaine qui est d'ailleurs consubstantielle à nos gènes, c'est-à-dire que le communautarisme c'est notre affaire. Il suffit d'aller dans nos villages pour voir comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous partageons. Donc, très bien. Jean de Dieu, ici en une minute, une réaction sur l'attitude du ministre nigérien des Affaires étrangères. Moi, je voudrais applaudir cette attitude parce que nous venons de loin. Vous savez, quand vous avez un monsieur en France qu'on appelle Jean-Stéphane Jean-Stéphane Nagui Sarkozy de Boxa. Nicolas de Boxa. Qui vous dit que quand lui il est né, il a 64 ans, le monde entier n'avait que 2 milliards 500 millions d'habitants. Et avant qu'il ne meure, la population du monde a régulé. Il indique, voilà, regardez le Nigeria. Et nous sommes à la régulation. Il parle du choc démographique. Le Nigeria, l'attitude de ces messieurs est idéologiquement très importante. Lorsque je l'ai dit, voyez-vous, le problème n'est pas récent. J'aime toujours rappeler les ratiocinations historiques. C'est important, Serge. Je vous avais dit que le malheur de l'Afrique, c'est les coups. L'Afrique, on est toujours victime, on en deuil. Nous avons été victimes de la saignée esclavagiste, suivie de l'épopée sanglante de la colonisation. Aujourd'hui, nous sommes en deuil parce que le néocolonialisme, avec l'impérialisme constructiviste, c'est extrêmement violent. La civilisation occidentale nous écrase. Même la civilisation orientale, si on ne se réveille pas, à côté de tous ces coups que nous avons connus, c'est ça qui fait que l'être nègre que nous sommes, nous portons même des germes du complexe d'infériorité, même avec le chinois le plus imbécile, le plus pauvre, tu verras que nous allons... Venu d'une zone rurale extrêmement précaire en Chine. Dans l'esprit même, dans une ruralité spirituelle et intellectuelle inacceptable, mais il va dire qu'il est très important. Et même, on va parler de Covid, j'espère, ce Covid-là va faire changer beaucoup de choses. Vous avez vu que même localement, nos filles ne courent plus pour aller embrasser les blancs qui arrivent à crier. Parce que Covid est venu résoudre beaucoup d'autres choses, de problèmes. Nous avons le complexe d'infériorité. Et l'Afrique risque de renaître de ses cendres avec ce genre de coups civilisationnels. Pourquoi? Les Africains vous disent à travers Internet et partout que non, nous n'allons pas mourir. Nous sommes forts, plus forts que les blancs. Donc, il y aura un changement de comportement si c'est si dur. Alors, ce que j'ai vu au Nigeria, le Nigeria a des arguments. Quand vous allez à Lagos, même les enfants qui ne sont pas allés à l'école se débrouillent à fabriquer, à se nourrir, à travailler. L'informel est pluridimensionnel. L'industrialisation s'installe au Nigeria et c'est environ 100 millions d'habitants. Le Nigeria, les dirigeants nigérians doivent parler désormais avec autorité. C'est ce que je souhaite pour mon pays. Je veux que les Camerounais, même si on n'a pas le matériel, qu'on soit capable de vendre notre culturel et notre spirituel avec autorité. Et je dois même dire que les Camerounais ne se laissent pas faire. Vous avez écouté les tons. Le ton qui s'élève très fort à Paris, à Madrid, à Washington, c'est parfois le ton camerounais. Vous avez suivi la colère du Camerounais en Chine. Il faut bien que les Camerounais aient vous appelez ça quoi, une image qu'on n'ébranle pas. C'est-à-dire un charisme, qu'on soit les étoffis, si on est sur le terrain du football, les étoffis, les Mila, etc., qu'on soit, même si on est pauvre, étudiant, en bagarre, qu'on soit capable de défendre nos prérogatives essentielles. Donc, j'ai admiré cette attitude du responsable nigérian. Ce n'est pas pour dire qu'il faut gesticuler en diplomatie. Il faut être ferme, savoir négocier, poser les jalons de la respectabilité, comme il a dit. Mais parfois, il faut savoir... les principes. Oui, mais parfois, il faut lever le ton, Diabaté. Parfois, il faut dire que nous, on ne va pas demeurer les poules mouillées. On n'est pas des femmes. On n'est pas même des femmes. Même nos femmes ne sont plus... on les bouscule plus comme... Non, on n'est pas les mollusques. On est des gens qui... On doit s'affirmer. Et partout.
Parce que les Chinois sont en sécurité à Yaoundé. Ils sont en paix au Cameroun. Ils ont beaucoup de richesses. Vous savez l'histoire de la construction du palais de Congrès. Tout à fait. C'est une histoire qui nous concerne de notre génération. Donc les Chinois ont avantage, ont d'intérêt à coopérer avec le Cameroun. Et le Cameroun ne doit pas faire comme si on était des mollusques. Très bien. Merci. Nous allons lire, avant d'envisager une légère transition pour passer à la thématique centrale concernant l'Afrique au cœur de la solidarité internationale dans ce contexte de Covid-19. Nous allons lire quelques messages des téléspectateurs qui nous écrivent. Bonsoir, je suis une fan de votre émission. Je pense que concernant la politique camerounaise, il est temps que le gouvernement et les opposants essayent de travailler ensemble pour le bien de tous et non pour une tribu quelconque, mais plutôt penser au devenir du Cameroun, tant sur le plan économique, politique et culturel. Message signé Emmanuel Détoudi. Notre message qui nous vient cette fois de l'Angola. Bonsoir, je suis en train de suivre votre émission. Je suis fan. Il faut donner votre nom. Voilà, nous allons revenir sur les messages tout au long de cette émission. Il faut signer vos messages, surtout pas d'appel, donner le nom et également votre pays d'origine ou votre localité d'origine. Nous prenons une transition et nous revenons pour la suite. « 1,2 milliard d'euros proposés ou mis sur la table par la France pour apporter un soutien à la France. 100 milliards promis par le G20, 1000 médecins chinois. Autant de promesses venant des partenaires bilatéraux ou multilatéraux des pays africains ou de l'Afrique pris de manière globale. L'Afrique semble être véritablement au cœur de la solidarité internationale pour freiner la propagation de la pandémie du Covid-19. Je commence avec vous, Henri-Paul Diabaté. Ici et là, à la suite des propos, on l'a évoqué tout à l'heure, les propos du directeur de l'OMS qui craignait le pire pour l'Afrique. On voit beaucoup de pays se mettre en branle, les institutions internationales, celles de Bretton Woods notamment, sortir les chèques, promettre des montants extrêmement importants pour soutenir l'Afrique, qu'on dit déjà être en récession dans le cadre de dans ce contexte de Covid-19. C'est une générosité qui, on peut saluer. D'entrée de jeu comme ça, ce sont des amis de l'Afrique. C'est une générosité qui pour vous, elle est sincère. Il n'y a rien caché. Ce ne sera pas reconverti en dette ou en contrat de non-dit. Ben, vous savez, moi je suis un humaniste, je crois à la vie, je crois à l'homme. Pour moi, quand une maison brûle, je me dis toujours, je ne vais pas regarder qui amène l'identité de celui qui amène le seau d'eau. S'il est mon voisin, soit-il mon voisin et que lui et moi, qu'on entretient des relations difficiles, je vais dire voisin, merci pour éteindre le feu. Mais, à bien regarder, c'est assez suspect. Vous savez, l'Afrique affronte depuis presque 5 ans, j'ai plus de 5 ans, des difficultés économiques extraordinaires, des difficultés économiques et sécuritaires extraordinaires, sans que cela n'ait ému un tant soit peu les organisations internationales ou bien le monde occidental en général. À chaque fois, c'était des donneurs de leçons qui arrivaient, c'est chacun qui venait avec le propos grandiloquent qui essayait de nous remonter les bretelles. Véritablement, tout le monde savait ce que l'Afrique a besoin de quelque chose. C'est-à-dire, par rapport à ces problèmes sécuritaires, je n'ai pas vu beaucoup de gens se presser au chevet de l'Afrique. Au contraire, j'ai même senti qu'il y avait certains qui étaient soupçonnés de jeter l'huile sur le feu. Donc, vous savez, l'Afrique abrite la plus grande concentration de militaires au monde. Ce qu'on voyait les États-Unis, le plus grand nombre de militaires américains hors États-Unis, c'est en Afrique, c'est à Djibouti. Et à Djibouti et au Burkina Faso.
dans le désert. Même au Cameroun, les soldats américains étaient, récemment, les soldats français hors de France, le plus grand nombre de soldats français hors de France et en Afrique, à Djibouti, au camp Lemonnier et dans le Sahel. Mais véritablement, vous voyez que toutes les armées, même l'armée allemande, l'Allemagne même qui n'avait pas d'armée, même les soldats allemands, les services spéciaux allemands sont dans le Sahel, sous prétexte de la lutte contre le djihad. Mais ce qui est curieux, c'est que l'Afrique reste le continent le plus violent du monde, c'est-à-dire où la violence est la plus exacerbée au monde. Le continent le plus chrysogène. Mais oui, on se pose énormément de questions alors qu'ils sont venus. Sur le plan économique, tout le monde voit comment le rapport inique, la violence terrible mise dans les termes de l'échange, tue l'économie africaine, empêche les Africains de se développer. Les contrats léonins qui sont signés entre l'Afrique et le monde occidental fait que, mais tout cela conjugué, ça ne démontre pas que, ça pose des interrogations par rapport à l'appui des Occidentaux. Mais je dis, moi, je n'ai rien contre eux. Je ne regarde pas celui qui, je l'ai dit tantôt, l'identité de celui qui vient m'aider à éteindre le feu. Véritablement, je me dis, l'Afrique a besoin d'un soutien parce que nos économies sont au chaos. C'est le chaos technique pour nos économies. Vous savez, lorsqu'il y a ralentissement de l'économie, il y a baisse de la croissance. Et quand il n'y a pas de croissance, il y a une baisse de recettes. Et quand il y a une baisse de recettes, fondamentalement, l'État n'arrive plus à assumer ses missions régaliennes. Donc, fondamentalement, l'Afrique a besoin d'un appui. Mais l'appui qu'on nous apporte, est-ce qu'il est de nature à nous permettre, il est de nature à résorber la situation chez nous? Parce que maintenant, tout porte la grosse interrogation, c'est sur l'affectation de ces ressources. L'Afrique a besoin de quoi actuellement sur le plan sanitaire? Des kits pour la détection, c'est-à-dire du renforcement des capacités du personnel hospitalier, du renforcement de la capacité d'intervention en matière de soins de soins de santé, tant dans la prévention que dans dans les soins directs. Donc véritablement, voilà sur le plan sanitaire les endroits où l'Afrique a besoin. Mais aussi, l'Afrique a besoin, j'allais oublier, dans le trident, l'Afrique a besoin d'un appui dans la recherche endogène. Véritablement, on a la capacité. C'était rien que tout à l'heure, mon frère Jean de Dieu a parlé de quelque chose qui est très important, c'est les coups. Ce que les Bétis appellent les coups, le corps mort, ce que les Bassas appellent le corps mort, le quinqueliba en Afrique de l'Ouest. Chez moi, en Afrique de l'Ouest, on l'appelle le quinqueliba. Et le quinqueliba est d'une importance capitale. Cette plante, on peut l'utiliser. C'est-à-dire, sa macération peut nous produire un palliatif, un traitement, une alternative. Ou de cette écorce dont extrait la quinina, voilà. C'est à fabriquer la quinine et donc voilà. Après la chloroquine. La chloroquine. Donc on peut trouver une véritable solution endogène, sanitaire endogène dans le domaine, notre pharmacopée peut nous aider à y parvenir. Vous pensez que les financements français des pays occidentaux peuvent soutenir la recherche dans le domaine pharmaceutique pour faire concurrence à Big Pharma? Justement, c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que je parle de l'affectation des ressources. Déjà, les Africains ne sont pas très doués en matière de gouvernance, c'est-à-dire de gestion de l'argent qu'ils ont, parce que l'aide au développement, avec la RDC. Voilà, l'aide au développement qu'on a depuis 10 ans, on voit ce que cela donne. Les effets sont nuls et négatifs. Maintenant, est-ce que l'affectation, cet argent servira à quoi précisément? Est-ce qu'on ne va pas acheter? Parce que véritablement, ici, il nous faut des masques. Est-ce qu'on doit encore importer les masques? Est-ce qu'on doit encore importer les gels? Véritablement, on a des instituts de recherche qu'il faut remettre sur pied pour c'est-à-dire réorienter leur but, leur objet dans la fabrication des solutions sanitaires, des solutions sanitaires qu'il faut pour l'Afrique. Donc fondamentalement, c'est autant de situations. Donc au passage, la décision prise par le gouvernement camerounais, effectivement, une fabrication endogène. C'est une décision historique. C'est pour ça que le Covid-19, j'ai fait un post sur Facebook un jour pour dire, et si le Covid-19 était notre chance? Le véritable Big Bang de l'Afrique
c'est le Covid-19. Très bien. C'est le Covid-19. C'est-à-dire le Covid-19 doit opérer cette révolution copernicienne en Afrique qui puisse permettre à les Africains, si vous ne faites pas attention, vous disparaissez. Il y a une obligation de résultat pour nos politiques aujourd'hui qui fait que s'ils refusent de s'exécuter dans la résolution des problèmes des citoyens, les populations vont les chasser du pouvoir. Ce sera inévitable. Ce seront des révoltes qui seront inévitables. Donc les politiques sont dos au mur. Ils sont obligés d'appliquer des solutions endogènes pour résoudre nos problèmes. Et quand on va appliquer, vous savez, c'est la santé qui commande tout. Quand sur le plan sanitaire, on pourra retrouver des solutions endogènes, véritablement, ça va servir d'influx pour ressortir l'économie de sa torpeur. Et fondamentalement, il y aura ce phénomène de dispersion des forces dans tous les secteurs de notre économie. Fondamentalement, vous ne pouvez pas me dire que vous importez le cure-dent. Vous avez des ingénieurs polytechniciens, vous formez des polytechniciens à chaque génération, 50, 60, mais vous continuez d'importer le cure-dent. Donc, véritablement, Polytechnique doit nous servir à autre chose. Soit on met fin à l'école polytechnique en disant ça ne nous sert certainement à rien. Pas. Voilà. Soit maintenant on réoriente. Les écoles polytechniques, on l'a vu à l'UT, ont le potentiel, le démontre d'ailleurs avec la fabrication des gels. Déjà, on réoriente. Certaines de ces initiatives locales ne sont pas prises. Justement, c'est pour ça que le Covid-19, c'est une chance inouïe pour nous. Maintenant, l'État doit reprendre l'initiative dans... C'est fini cette histoire de libéralisme économique. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Tout le monde entier intervient. L'État intervient dans l'économie. L'État doit nationaliser toutes les entreprises au Cameroun. Je pense que ceux qui contrôlent la Cameraille, ceux qui contrôlent le port, je pense qu'ils doivent rentrer chez eux. L'État doit reprendre la main sur les leviers de la production des richesses de notre pays. Ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème de bon sens. Les Américains le font. Barack Obama l'a prouvé à l'époque avec la crise de subprime en 2008. Plus que jamais, l'État doit reprendre son rôle. L'État ne doit plus rester dans la régulation, surtout qu'il ne le faisait pas. L'État doit reprendre son rôle d'intervention, une intervention musclée dans la gestion de tous les leviers de production. Sans retomber dans un socialisme quand même. Non, ce n'est pas un problème de socialisme, c'est un problème d'intérêt pour le Cameroun. Tout à fait. Ce n'est pas un problème idéologique. Moi, je dis aux gens, ce n'est pas un problème d'idéologie, je dis aux gens, c'est un problème de bon sens, c'est un problème d'intérêt pour les populations du Cameroun. De patriotisme économique, où l'État sera patriotique ou il ne sera pas. Très bien. Avant de passer la parole à Ziem Adamo, on va lire ce message qui nous vient du Gabon. Bonsoir mes grands frères panélistes, je vous écoute et j'en suis fier car il est temps que l'Afrique s'affirme positivement. Il va dans le même sens que vous, Henri-Paul Diabaté. André Thibault depuis Libreville au Gabon. Merci à vous. Un autre message. Petit frère. D'accord, on va peut-être continuer avec Ziem Adamo. Alors, Ziem, un véritable paradoxe. Une fois que la crise a commencé, cette crise du Covid-19 a commencé à montrer des signes de pic, de développement de cas testés positifs dans différents pays africains, on a eu il y a quelques jours, sensiblement une semaine, 10 jours, une réunion, une téléconférence entre 10 chefs d'État africains et le président Macron. Le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali en appelait d'ailleurs à la mise sur pied d'un plan Marshall. Comment comprendre qu'en interne, on ne puisse pas, les 54 pays africains ne puissent pas eux-mêmes d'abord s'asseoir, trouver une stratégie, une stratégie endogène, mais on va directement parler à ce que certains appellent les colons, les néocolons, et à la fin, on a une réponse favorable de la France, 1,2 milliard d'euros promis qui seront mis sur la table, qui seront affectés à ces pays. C'est un véritable paradoxe. Cette Afrique qui veut se libérer, mais qui est toujours dépendante, qui va toujours tendre la main à l'Occident. Serge, lorsque vous m'avez invité à cette émission, je suis allé me promener un peu dans mes recherches pour trouver la définition du mot solidarité. Si j'en ai découvert une demi-douzaine, je voudrais rappeler qu'il y avait aussi une typologie très large du thème solidarité, tant pour les sociologues, pour les anthropologues, pour les économistes comme pour les politiques. Chacune de ces sciences-là, dans ce thème-là, a élaboré et a conceptualisé beaucoup de choses autour de la solidarité.
Mais le socle était simplement celui qui renvoie à une action, une action altruiste, n'est-ce pas, de porter une aide, j'insiste sur le mot aide, à quelqu'un qui est en situation de difficulté, soit de son fait, soit du fait d'autrui. Et c'est surtout une action sans contrepartie. Il faut insister là-dessus. Je suis d'accord que sur cette table, sur ce panel, nous avançons tous vers ce que le Covid-19 doit être un atout pour l'Afrique. Nous l'avons déjà dit sur le plan philosophique, sur le plan spirituel. C'est-à-dire que même le fait de se confiner, d'abord là-bas chez les autres, devrait les amener quand ils se retrouvent dans ce confinement, que ce soit Bill Gates, que ce soit tous ces richissimes du monde, à pouvoir se réinterroger. Savoir que malgré toute ma richesse, malgré toute ma puissance, comment est-ce qu'un tout petit virus peut-il m'amener aujourd'hui à m'interdire d'aller à un rendez-vous d'affaires? Et se reposer la question de savoir quelle est la mission que nous, les hommes, quelle est la mission que chaque homme a obtenue de la lumière, c'est-à-dire de Dieu, lorsqu'il arrivait sur terre. Et que chacun revienne à cette mission-là, qui ne peut pas être celle de détruire l'humanité. Je retiens deux phrases dans votre questionnement. D'abord pour vous dire que le Covid-19 est une construction qui arrive aujourd'hui parce que l'économie mondiale est bloquée. La croissance ne dépasse plus les 3% dans le monde depuis pratiquement 20 ans. Et il faut dire que les capitalistes, les néo-capitalistes, ces néolibéraux dont Jean de Dieu parlait tout à l'heure, se sont retrouvés devant une situation où il fallait relancer l'économie mondiale. Il fallait se remplir les poches. Et la construction génético-scientifique du Covid-19 ou du coronavirus nouveau est arrivée pour servir à ses desseins. Lorsque la France nous dit aujourd'hui qu'elle nous donne 1,2 milliard, où est-ce qu'elle prendra cet argent? D'abord, elle a été annoncée en récession. La France est entrée en récession. L'Italie, n'en parlons plus. L'Espagne, n'en parlons plus. Toute l'Europe rentre dans la récession. Les États-Unis rentrent en récession. L'économie mondiale dans sa globalité rentre en récession. D'où viendra donc tout cet argent-là? Serge, 500 milliards d'euros en Europe pour soutenir l'économie européenne. D'où va venir cet argent? 2200 milliards de dollars aux États-Unis. D'où va venir cet argent? Cet argent viendra d'une seule chose. On va rentrer dans les usines, on va faire tourner la planche à billets. C'est tout. Et l'Afrique est là justement à dormir. Elle est là justement à dormir. N'est-ce pas le moment de relancer les projets du président Kadhafi? Le Fonds monétaire international africain, le Fonds monétaire africain, la Banque mondiale africaine. La monnaie unique. Justement, aujourd'hui, dans la diversité des États que nous avons, dans la diversité des économies que nous avons, celle-ci arrimée à l'euro, celle-là dans leur monnaie nationale, fait qu'il y ait une difficulté pour l'Union africaine de, comment on va dire ça, d'évaluer l'impact et ce qu'il faut pour soutenir l'économie africaine. L'économie, nous aujourd'hui devrions aussi aller faire tourner la planche à billets. C'est tout. C'est l'occasion, c'est tout. Mais comment on va faire tourner la planche à billets lorsque nous sommes arrimés à l'euro et que on va appeler ça la conversion avec le dollar. L'argent est fabriqué à Chamalières. À Chamalières? Vous allez faire comment puisque c'est eux qui doivent vous fabriquer cet argent? Donc c'est catastrophique pour nous. Et on vous parle de solidarité. Quelle solidarité? Lorsque
le virus se déclenche en Chine. Qu'est-ce que Trump dit? Il dit le virus chinois. C'est pas un discours de solidarité, c'est un discours de stigmatisation. Et il ferme les frontières immédiatement. D'autoprotection. Lorsque le Premier ministre italien pleure en Mondiovision pour dire que l'Europe l'a abandonné, mais qu'est-ce que les Européens font? Chacun cherche à voir comment protéger les chiens. On est même arrivé à la guerre du masque, que la France a détourné des masques qui étaient destinés à ses pays, à ses voisins, la Suède. Et vous parlez de solidarité? Donc le vol des masques. Le vol de détournement, effectivement, de certaines commandes de masques, des livraisons de plus de 2 millions de masques dans certains pays. C'était des masques de très mauvaise qualité. Voilà, arrête. Ont été détournés pour leur propre pays. Et on vous parle de solidarité internationale. Il n'y a aucune solidarité internationale dans cette affaire. Mais malheureusement, l'Afrique n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment et que l'occasion qui semble nous être donnée par le Covid-19 va nous échapper. Elle va nous échapper. Okay. Parce que de toutes les façons, il y a eu un avant Covid-19, il y a un pendant Covid-19 et il va y avoir un après Covid-19. Comment sortir de la récession? Mais les autres vous disent tout cet argent qu'ils vous disent là, et ils vont fabriquer ces billets. Ce ne sera assis sur aucune procédure économique, aucune solidité économique, puisque toutes les économies du monde vont s'effondrer. On va tourner... effondrer déjà. On va tourner la planche à biais. Et vous irez prendre de l'argent qu'on va vous donner, qui en principe n'est pas de l'argent solide. Et nous allons assister à la dévaluation en Afrique. Ça, c'est automatique que les gens ne se gênent pas. Le franc CFA, le franc des colonies, comme même appelé mon ami Jean, va encore être dévalué. Cette fois-ci, on ne sait pas. Peut-être que 1 euro, ce sera à 1000 ou 1500 francs. Très bien. C'est catastrophique ce qui nous attend sur le plan économique. C'est catastrophique. Mais nous n'avons rien anticipé. Nous n'avons rien préparé. Kadhafi s'en est allé. Tous les Africains ont regardé, l'ont accompagné. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire africain et la Banque mondiale africaine, si ces deux instruments existaient, nous aussi, avec notre monnaie, on entrerait dans nos sociétés, on ferait tourner la planche à billets, on aurait notre plan Marshall. N'allez pas demander à la France de nous octroyer un plan Marshall. Pourquoi nous-mêmes, à partir de l'Union africaine, ne pouvons pas concevoir notre plan Marshall à nous, mais parce que justement, nous sommes complètement dépendants. Nos économies sont complètement extraverties. Très bien. J'ai entendu ici, vous êtes panafricaniste, vous avez pendant longtemps, et beaucoup d'Africains vous connaissent sous ce prisme, défendu l'indépendance monétaire africaine. Il y a un projet de monnaie unique. Zemadamou parle de faire tourner la planche à billets. Cela aurait été une très belle opportunité pour les pays, les économies africaines, on va dire de se recapitaliser. Mais là, c'est une opportunité véritablement perdue. Vous avez le sentiment que l'après Covid-19, on tirera les leçons, on va accélérer le processus. Rappelons que le projet de mise en place de la monnaie africaine, selon l'Union africaine, est prévu à l'horizon 2034. Vous avez l'impression qu'on va tirer les leçons après la pandémie du Covid-19, accélérer ce processus pour une plus grande autonomie, une plus grande indépendance monétaire? Je ne m'attendais pas à cette question. Je vais répondre très rapidement, mais je voulais répondre à la question générique, c'est-à-dire la solidarité internationale, pour aller reconnaître ce qu'ils nous ont donné jusque-là par ce Covid-19 et ce qui semble également être hypocrite. 1,2 milliard du côté de la France, on parle de 20 milliards du côté de l'Union européenne. Oui, bon maintenant, je commence quand même, je fais l'aperçu, je fais un briefing de ce que nous avons essayé de faire comme réflexion. Diabaté, on était nombreux. On nous appelait alors les aboyeurs et les brailleurs. Je ne comprenais pas pourquoi la monnaie qui est dans votre poche là maintenant, parce que moi je n'en ai pas pour le moment. Cette monnaie est fabriquée dans un endroit, un village qu'on appelle Chamalières en France. J'estimais que ce n'était pas juste aujourd'hui. Peut-être ça a été juste en 1945, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus juste. Cette monnaie s'appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez changé un peu, ça a donné ce que ça a donné. Écoutez,
Écoutez, vous m'obligez à vous rappeler. En une minute rapidement, nous sortons déjà de... Oui, mais pour revenir sur la chose la plus importante. Oui, allez-y. Oui. Kadhafi n'était pas seul. Kadhafi, les biens, Paul, ils avaient mis en place des grands projets, notamment le Fonds monétaire africain, dont le siège devrait être à Yaoundé, la Banque des investissements, dont le siège devrait être à Sirte, et la Banque centrale. C'est-à-dire que la Banque centrale, pour battre monnaie tout de suite, tout à fait. Cette monnaie devrait s'appeler écu. Pas votre écho qui arrive avec une polémique là. Écu. Ça, c'est un projet de l'organisation de l'Union africaine, que vous appelez aujourd'hui l'Union africaine. Projet qui reste dans les tiroirs jusqu'à présent. Donc les questions d'argent, je n'en parle pas. Maintenant, moi je voulais plutôt vous dire ce que, avec cet événement, ce virus, ce que nous avons déjà reçu, beaucoup d'informations. Donc le monde occidental a fait du bien à la terre en créant ce que j'avais étudié qu'on appelle Internet. Ce n'est pas un fourre-tout. Ce n'est pas seulement un fourre-tout. Je vous avais dit, j'avais fait un mémoire à l'IRIC. Internet et le traitement de l'information du contentieux post-électoral en Côte d'Ivoire. J'ai donc utilisé Internet comme objet d'étude et comme une grande banque de données. Et donc, Internet nous a permis de, au-delà de ce qu'on peut nous dire, bon, Covid-19, c'est une histoire de chauve-souris. Je vais très vite. Et j'ai une chose très importante à vous dire. Une chose grave d'ailleurs. C'est une histoire de chauve-souris, de serpents, etc., de pangolins. Mais nous avons également découvert que le club Wittenberg, c'est ça, est en train de nous mettre en difficulté. C'est la fin, c'est ça? Oui, pratiquement. Non, on va chuter rapidement. Je vais chuter en vous disant que tout ce qu'on a reçu, j'ai reçu Jean-Jacques qui nous a dit que non, les Africains ne prenaient pas de vaccin. On a eu tout ça là. Mais ce qui est important, et je vous ai promis ça, qui me met en difficulté de croire à la solidarité internationale, c'est que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Centre d'analyse, de prévention et de stratégie, a écrit une note diplomatique que je porte là. Cette note diplomatique a pour objet l'effet pangolin, la tempête qui vient en Afrique. L'auteur s'appelle Manuel Lafont Ravnouil. Je ne vais pas, son adresse est là, etc. Ce qui est plus important, s'il y avait du temps, j'allais vous dire le résumé de ça. Je ne vais pas lire tout. Notez que, ou alors c'est ce rapport qui annonce l'effondrement écoutez la finalité, la conclusion. Anticiper le discrédit des autorités politiques en Afrique signifie accompagner en urgence l'émergence d'autres formes d'autorités africaines crédibles pour s'adresser au peuple afin d'affronter les responsabilités de la crise politique qui va naître du choc provoqué par le Covid-19 en Afrique et sans doute ailleurs. Ce qui est donc dit dans ce rapport, c'est quoi? Dans cette note. En substance, en 10 secondes. En substance, les pays de l'Afrique centrale, et c'est cité notamment le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, et oui, on vous dit que, c'est pour ça que vous entendez les gens vous dire non, il faut qu'on réunisse l'argent, nerf de guerre, quoi. On vous dit que premier instrument qui sera utile pour ce Covid, la crise de trop sur les appareils d'État. Deuxième instrument, très rapidement, le virus. Nous sommes obligés malheureusement. Donc, je crois que il y a le virus qui est maladie, mais il y a beaucoup plus de virus qui vise la déstabilisation des pays africains. De vos régimes. Merci, merci Jean de Dieu ici pour cette réflexion. Merci à tous les trois Adamou. Merci à vous également, Paul-Henri Diabaté-Mandin. Merci pour ces réflexions, ces décryptages sur l'actualité internationale. Nous arrivons au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis le Cameroun et partout en Afrique et partout dans la diaspora, la pandémie a fait déjà à ce jour, un peu plus de 100 000 morts. Protégez-vous, protégez les vôtres. Nous disons merci à l'ensemble des
l'équipe technique qui a travaillé à la production de cette émission. Nous disons également un grand merci au directeur Valère Bertrand Bessala, également le président directeur général qui a supervisé cette production, M. Dieudonné. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera précisément 17h pour une autre édition de Tribune Internationale. Que Dieu vous protège et à très bientôt.